Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a présidé les travaux du Conseil des ministres. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre des Finances a réuni ses pairs de la région et s'est déroulé au Campeski Palace Hotel. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Afrique, l'ONU sonne l'alarme pour la crise alimentaire au Sahel. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 3e séance du Conseil des ministres en ce mardi 4 février 2020. 6 questions étaient inscrites à l'ordre du jour de ce Conseil. Écoutons le compte-rendu du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 3e séance du Conseil des ministres en ce mardi 4 février 2020. Il est inscrit à l'ordre du jour 6 questions. La première question concerne un projet de décret portant agrément à l'exercice de la profession de notaire. Étant donné le développement du secteur de l'immobilier, il a été décidé d'accorder les agréments à un certain nombre de notaires. Il s'agit de Mme Halimo Adan Ali, de M. Hassan Dahir Warsama, de M. Hamad Dabali Dileita, de M. Iwad Ali Mohamed, de M. Abdurrahman Abdillahi Sultan, de Mme Ilwad Ilmi Mohamed, de Mme Hodan Hassan Bouh, de M. Ali Moussa Mohamed, de Mme Asma Sadiq Sheikh, de M. Hussein Barre Darar et de M. Ali Abiazid Moussa, qui remplissent tous les conditions exigées par la loi, et notamment l'article 18 de cette loi, leur accorde donc l'autorisation ou la licence pour pouvoir ouvrir une étude notariale. La deuxième question est relative à un projet de décret relatif à l'agrément d'une société d'assurance islamique, Tamini Insurance SA. L'essor des banques islamiques à Djibouti constitue une opportunité d'innovation et de développement du secteur de l'assurance en vue de l'élargissement du système financier national et de manière générale l'inclusion financière. La mise en œuvre de produits d'assurance islamique complétera le marché de la finance participative en apportant au secteur bancaire islamique une couverture de la charia pour sécuriser les financements. Dorénavant, les contrats Murabaha commercialisés par les établissements participatifs permettront l'acquisition d'un bien, comme un appartement ou une voiture, qui seront accompagnés d'un contrat Takaful. L'entrée en vigueur du système assurantiel en raison de leur conviction religieuse d'intégrer ce système est donc le bienvenu. C'est dans ce contexte que la Banque Salam, de la Salam African Bank, a présenté un dossier d'agrément d'une société d'assurance comprenant toutes les pièces juridiques et techniques requises par la réglementation des assurances. La nouvelle société d'assurance dénommée Tamini Insurance SA dispose d'un capital social de 356 millions de francs Djibouti entièrement libéré, soit 3,6 fois le capital minimum fixé par la réglementation. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2020 de l'Agence djiboutienne des routes. L'agence a connu en 2018 et 2019 des changements importants dans son fonctionnement interne, transfert de ses ressources traditionnelles et changements de direction qui ont amené à la mise en œuvre d'une nouvelle impulsion des activités de l'institution et d'une nouvelle approche dans l'accomplissement de ses missions. Dans ce contexte, le budget prévisionnel 2020 de l'ADR est présenté en recettes et en dépenses à la somme de 2 394 millions. Il est en progression de 26% par rapport au budget 2019. La subvention du budget national est à hauteur de 732 millions de francs Djibouti. Les ressources propres proviennent des prestations de services à hauteur de 706 millions de francs Djibouti et les établissements publics d'aménagement foncier rapportent 450 millions de francs Djibouti, ainsi que l'investissement par l'acquisition de véhicules lourds et d'engins de chantier est évalué à 160 millions de francs Djibouti. Réécoutons la seconde partie du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf.
La quatrième question est relative à un projet de décret portant dispositions particulières à l'emploi des personnes à besoins spéciaux. Force est de constater que les personnes reconnues handicapées accèdent difficilement à un emploi, que ce soit dans le secteur public ou privé. C'est pourquoi il est important que les employeurs prennent conscience que le handicap est compatible avec l'emploi. Par ailleurs, l'insertion des personnes handicapées dans le monde du travail a été consacrée par la loi numéro 133 de l'année 2005, 5e législature, du 26 janvier 2006, portant Code du travail, conformément aux articles 117 à 120. Le présent projet de décret a pour finalité d'inciter l'embauche des travailleurs à besoins spéciaux dans les établissements du secteur privé et des établissements publics régis par le Code du travail, en mettant en place un quota en fonction de l'effectif de l'entreprise. Le présent projet de décret constituera la base de l'obligation légale d'embauche des personnes à besoins spéciaux. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère de la Santé. Cette parcelle de terrain d'une superficie de 29 000 m², située à Balbala Sud, est destinée à l'implantation d'un hôpital pneumophysiologie en remplacement de l'actuel hôpital Chakib. La sixième question concerne un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain. Cette parcelle de 5 000 m², située à Ambouli, route Nelson Mandela, est destinée à l'implantation de l'Agence nationale des personnes handicapées. Enfin, le gouvernement djiboutien exprime sa solidarité avec la République populaire de Chine suite à la déclaration de l'épidémie du coronavirus. La Chine s'efforce de maîtriser cette situation extrêmement inquiétante. Cependant, il est nécessaire pour la communauté internationale de combiner ses efforts avec ceux du gouvernement chinois afin de circonscrire définitivement cette épidémie. Autre nouvelle du pays, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a salué aujourd'hui la mémoire de feu Daniel Arap Moi, ancien président kenyan, décédé aujourd'hui, même dans son pays, à l'issue d'une retraite paisible après son départ de la magistrature suprême kenyane. L'hommage posthumé du chef de l'État est intervenu dans un message de condoléances et de compassion adressé aujourd'hui à son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta. Le président Guelleh a décrit le défunt ancien dirigeant kényan de leader éclairé qui n'a eu jamais de cesser d'œuvrer en faveur du développement et du bien-être de son pays et de l'Afrique. Patriote invétéré, il restera, entre autres, gravé dans la mémoire de ses compatriotes pour sa valeureuse contribution au profit de la lutte pour l'indépendance de son pays, a déclaré le chef de l'État. Quant au leadership qu'il instaura à la tête du Kenya lorsqu'il devint le premier magistrat, il débouchera sur d'éclatants progrès dans tous les domaines et secteurs, notamment en matière de construction d'infrastructures, de développement, d'éducation et de renforcement de cohésion nationale, a indiqué le président Guelleh, qui a exprimé ses condoléances attristées au peuple et au gouvernement ami du Kenya, ainsi qu'à l'ensemble des proches et membres de la famille du défunt ancien dirigeant. Autre condoléance du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a salué aujourd'hui la mémoire de feu Ali Mawel, notable djiboutien et une des figures du secteur privé national, décédé hier de suite d'une longue maladie. Un patriote engagé dans le développement de notre pays vient de nous quitter. Que Dieu ait pitié de son âme, a déclaré en substance le président de la République. Modéré de réussite et d'ingéniosité dans le domaine des affaires et du commerce, Feu Ali Mawel faisait partie d'un lot restreint des gens que le succès et la fortune n'altèrent pas l'aptitude à rester humble et accessible, a fait observer le président Guelleh. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a imploré le chef de l'État avant d'exprimer ses condoléances attristées à sa famille, ses proches et amis, ainsi qu'au personnel travaillant dans ces différents établissements. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre nouvelle du pays, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, M. Ali Hassan Bahdon, a reçu en son cabinet une délégation conduite par le directeur régional de l'Organisation internationale d'immigration, l'OIM, M. Mohamed Abdiker. Cette délégation comprenait le représentant de l'OIM à Djibouti ainsi que d'autres officiels de l'organisation. Le directeur régional a félicité la République de Djibouti pour les efforts faits en matière d'accueil des réfugiés et migrants, et c'est depuis son indépendance. Néanmoins,
a souligné le directeur régional, ce flux de migrants pose une contrainte sur le pays qui a besoin d'être appuyé dans ses efforts. M. Abdiker a ajouté que la migration, quant à elle, est illégale, peut poser un certain risque avec les mouvements extrémistes et radicaux qui existent dans la région et qu'il est crucial de lutter contre les trafics illégaux des migrants. Il ne faut pas oublier que l'IGAD met en place un processus qui aboutira à la libre circulation plutôt des personnes. Cela induira une plus forte circulation des personnes dans les pays de l'IGAD. L'OIM est, comme chacun le sait, pour une gestion humaine et ordonnée des migrations et pour la promotion d'une coopération internationale sur les questions des migrations afin de trouver des solutions. L'OIM soutient la République de Djibouti dans le suivi de ses flux migratoires. La République de Djibouti est un pays de transit pour tous les migrants voulant se rendre au Yémen ou en Arabie Saoudite. Les candidats à cette migration deviennent de plus en plus nombreux. Il faut renforcer les relations bilatérales avec les pays d'origine et des migrants entre les différents ministères tels que le ministère de la Justice et de l'Intérieur pour lutter ensemble contre la migration illégale. Le ministre de la Justice a pris la parole en indiquant que le problème de la migration illégale était celui du développement. Les gens qui vivent dans les pays ainsi que les... Il faut oublier que l'IGAD, la République de Djibouti, en transit pour les migrants et voulant se rendre au Yémen. Tout à fait autre chose cette fois-ci. Le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Daoualé, a présidé aujourd'hui en fin de matinée une réunion des ministres des finances des pays partenaires à l'initiative pour la Corne de l'Afrique à l'hôtel Djibouti à Kempinski. Le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Daoualé, a présidé aujourd'hui en fin de matinée une réunion de ministres des finances des pays partenaires de l'initiative pour la Corne de l'Afrique à l'hôtel Djibouti Kempinski. Avec un ordre du jour chargé, cela a porté sur la finalisation des propositions des projets d'intégration régionale, l'adoption du programme de travail de janvier à juin 2020, les préparatifs de la conférence des donateurs qui aura lieu à Djibouti au mois de mars 2020. Les préparatifs du sommet de lancement officiel de l'initiative pour la Corne de l'Afrique prévu pour mai-juin 2020 et enfin les arrangements institutionnels pour le fonctionnement de l'initiative. Cette réunion de haut niveau a rassemblé le ministre des Finances de la Somalie, Dr Abdurrahman Bailey, le ministre des Finances et de la Planification de Kenya, M. Ukar Yatani Kanacho, et le ministre délégué des Finances de l'Éthiopie, Dr Eyob Tekalin Tolina. Eh bien, Dr Eyob Tolina, le délégué des finances de l'Éthiopie, a déclaré, je cite, que cette initiative va permettre aux pays de la Corne d'Afrique d'ouvrir et d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Un commentaire de Tarek Daoud. The Horn of Africa is indeed turning a new page. Through our collective resolve, we are making remarkable progress in bringing a sense of peace, stability, and normality in a region that has been besieged by strife, poverty and volatility for far too long. Dr Eyob Tekalin Tolina, le délégué des finances de l'Éthiopie, a déclaré que cette initiative va permettre aux pays de la Corne d'Afrique d'ouvrir et d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Une histoire commune ancrée dans la même vision, celle d'une Corne d'Afrique en paix et prospère. Quant à lui, le ministre kenyan a, dans son discours, souligné qu'il y a maintenant plus d'opportunités pour la Corne de l'Afrique de se libérer de ces cycles de sécheresse, d'insécurité alimentaire, d'insécurité de l'eau et de conflits en renforçant la sécurité régionale, en générant un dividende de la paix, en particulier parmi les jeunes femmes et hommes, et en encourageant plus de choix de coopération transfrontalière. Et enfin, le ministre des Finances de la Somalie, Abdurrahman Bailey, a dans son discours évoqué que la République fédérale de la Somalie était engagée afin que cette initiative voie le jour. Plus loin, il a rajouté « Nos pays peuvent être mis à profit pour stimuler l'intégration, la résilience et ouvrir une nouvelle ère de prospérité permettant aux pays de récolter des dividendes significatifs des initiatives de paix actuelles. » La position géostratégique de la Corne de l'Afrique par rapport à la mer Rouge, la mer d'Arabie, l'océan Indien et le golfe d'Aden a une importance régionale et internationale importante. Eh bien, dans son discours d'ouverture, le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Daoualé, a souhaité la bienvenue à ses pairs, le ministre délégué des Finances de l'Éthiopie, le ministre des Finances de la Somalie et le ministre des Finances de la Planification du Kenya, qui leur a délégation respective. Le ministre a tenu à souligner que l'initiative de la Corne d'Afrique permettra la stabilité et une intégration économique profonde. Un commentaire de Tarek Daoud. What makes this initiative truly unique is that it has been country-driven and steered by ministers. Dans son discours d'ouverture, le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Daoualé, a souhaité la bienvenue à ses pairs.
Le ministre délégué des Finances de l'Éthiopie, Dr Eyop Tekalin Tolina, le ministre des Finances de la Somalie, Dr Abdurrahman Beyle, et le ministre des Finances et de la Planification du Kenya, M. Ukar Yutane Kanacho, ainsi que leurs délégations respectives. Le ministre a souligné que l'initiative Corne de l'Afrique permettra la stabilité et une intégration économique profonde, laissant apparaître des facteurs interindépendants susceptibles de transformer l'avenir de la Corne d'Afrique. Plus loin, avec un optimisme, le ministre a mis en exergue que l'ensemble des questions prioritaires relèvent des 4 domaines, à savoir l'amélioration des liaisons entre les infrastructures régionales, la promotion des échanges commerciaux et de l'intégration économique, le renforcement de la résilience et le renforcement du développement du capital humain. Autre actualité nationale, le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsame Diri, a reçu ce matin en audience le directeur régional du bureau régional de l'Organisation internationale pour l'immigration, l'OIM, pour l'Est et la Corne de l'Afrique. Rappelons-le, accompagné du chargé des missions à Djibouti, M. Ashraf Hassan, a noté que l'entretien s'est déroulé en présence du secrétaire général pays, Dr Meheke Mohamed Moussa, et du directeur des régions sanitaires. Les discussions ont porté sur les programmes conjoints que le département de la santé mène en étroite collaboration avec l'OIM, qui est axé sur les dispositifs de prise en charge médicale et des migrants en provenance de la Somalie, de l'Éthiopie et de l'Érythrée, qui transitent par Djibouti et pour rallier le pays du Golfe. Ainsi, le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsame Diri, a salué les partenaires avec l'OIM pour relever ce défi et ainsi du côté des autorités sanitaires afin de garantir une couverture sanitaire universelle. Le ministre a en outre indiqué que tous les migrants en transit à Djibouti bénéficient des mêmes soins d'assistance que la communauté et ainsi que le directeur régional de l'OIM a salué les efforts de Djibouti pour la promotion des droits humains. Tout à fait autre chose, le ministre du Travail chargé de la réforme et de l'administration, M. Isman Ibrahim Roble, accompagné de ses plus proches collaborateurs, a effectué une visite guidée au camp Lémonier. Cette visite était guidée par le capitaine de l'US Navy, M. Ken Crow, commandant du camp Lémonier, en présence de l'ambassadeur des USA à Djibouti, M. Larry André. Cette occasion, le ministre du Travail a rencontré les travailleurs djiboutiens avec lesquels il a eu un entretien sur les conditions générales du travail. Le ministre du Travail et son équipe ont constaté que les normes de la législation du travail en vigueur sont respectées par les sociétés opérant à l'intérieur du camp Lémonier. Autre actualité nationale, dans le cadre du développement de la petite enfance, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé ce matin un atelier de validation du programme de développement intégré de la petite enfance au Sheraton Hotel. Cet atelier, présidé par le secrétaire général du ministère, Mme Anissa Hassan Bahdon, a vu la participation des responsables des différents ministères sectoriels, à savoir le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, des Affaires sociales, de l'UNFD, du HCR, les responsables des écoles, crèches et garderies privées au cours de cet atelier, et le ministère de la Femme et de la Famille a fait une présentation sur le centre d'éveil de Demirjok et Dobok, qui va bientôt voir le jour. Les consultantes du cabinet international PROMA, recrutées par le ministère avec l'appui de l'UNICEF, ont également présenté leurs outils pédagogiques tels que le programme de développement intégré de la petite enfance et les référentiels des compétences, des métiers, des formateurs et du personnel d'encadrement des crèches. La recherche montre que les investissements dans les jeunes enfants à travers le programme de développement intégré de la petite enfance, c'est-à-dire l'éducation, la nutrition, la santé et la protection, ont la capacité de surmonter et inverser les difficultés des environnements où tous les apports positifs pour le développement n'existent pas et de créer des effets durables au-delà de l'enfance. Pour sa part, la secrétaire générale du ministère de la Femme, Mme Anissa Hassan Bahdon, est revenue sur les tenants et aboutissants de l'atelier de validation du programme de développement intégré de la petite enfance. Nous l'écoutons. Comme vous savez, le programme de développement de la petite enfance et la protection sont au cœur des programmes du ministère de la Femme et de la Famille. Chers invités, je tiens à vous retracer cette genèse sur le développement de la petite enfance. Afin de répondre aux défis qui persistent dans le domaine du jeune,
enfants, le gouvernement de Djibouti a avec à sa tête le président de la République qui, à travers le ministère de la Femme et de la Famille, s'est engagé pour le développement de la petite enfance, pierre angulaire de développement de son capital humain. Cet engagement cadre bien avec les priorités de l'UNICEF dans son plan stratégique 2018-2021 qui met l'accent sur l'importance du développement holistique du jeune enfant dans les centres d'éveil. Mais nous ne commençons pas par le zéro. Le ministère de la Femme et de la Famille a mis en place d'abord des garderies et crèches depuis 2005, suite à la mise en place d'une politique nationale intégrée de la petite enfance, puis des crèches depuis 2018. Le ministère de l'Éducation nationale a conçu des programmes et mis en place des classes préscolaires, tout ciblant le développement de la petite enfance. Dans cette perspective, le bureau de l'UNICEF à Djibouti a pris l'initiative d'accompagner le ministère de la Femme et de la Famille dans sa volonté de mettre en place des normes et standards pour un programme de développement de la petite enfance de qualité et la mise en place des centres d'éveil. Un processus a donc commencé en juin 2018 suite à un voyage d'études effectué au Rwanda par une équipe constituée des cadres de différents ministères sectoriels de Djibouti et de l'UNICEF dans le cadre de la petite enfance. Toujours dans la même foulée, une consultante internationale de Rwanda a été recrutée en août 2018 pour la conception d'une note conceptuelle pour le pilotage de l'approche intégrée pour le développement de la petite enfance et l'opérationnalisation des termes de référence du comité technique multisectoriel. Également dans l'actualité de ce mardi à 4 février, le Palais du Peuple a abrité ce matin un important atelier de validation du document du programme pays organisé par le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme. Cet atelier constitue la dernière étape de travail avec l'ensemble des parties prenantes dans le cadre de la préparation du programme pays. Elle doit permettre l'engagement de l'ensemble des parties prenantes nationales, y compris le secteur privé et de la société civile, ainsi que les acteurs ayant l'expérience de la coordination des initiatives et des investissements intersectoriels, de l'engagement des ressources, des financements divers. Cet atelier a rassemblé le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Dini Abdel Omar, le secrétaire général du secrétariat chargé de la décentralisation, le directeur de l'Environnement et du Développement durable, le directeur de l'ODEC, Dr Qayad Moussa Ahmed, ainsi que plusieurs cadres des ministères ou départements concernés. Mesdames et messieurs, pour mutualiser et capitaliser tous ces efforts consentis, la République de Djibouti a procédé à une série de renforcements des capacités et à une formation ciblée des parties prenantes pour déterminer et clarifier les rôles et les responsabilités des institutions impliquées dans la mise en œuvre opérationnelle du Fonds vert pour le climat. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif de présenter les étapes fondamentales du programme pays et de préparer et de partager les engagements du pays pour une meilleure réponse politique et institutionnelle de lutte contre le changement climatique. L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a eu hier une troisième réunion sur la consultation nationale de la mer Rouge et du golfe d'Aden à l'hôtel Kempinski, présidée par le directeur général des affaires maritimes, Ali Merah Chahem Daoud, et le chef de la liaison et partenaire du golfe de la mer Rouge d'Aden, de la l'IGAD, M. Nour Mohamed Cher, et a vu la participation de différents responsables des secteurs, à savoir le port, le tourisme, les côtes militaires et les zones franches. La consultation nationale vise à enrichir un plan d'action régional et à donner une impulsion à une position commune de l'IGAD qui saisira les opportunités et fera face aux menaces dans la mer Rouge et le golfe d'Aden. Cette consultation nationale est la deuxième de 7 pays nationaux consultations sur la mer Rouge et du golfe d'Aden qui devra être menée dans tous les États membres de l'IGAD. Écoutons à présent le directeur général des affaires maritimes, Ali Merah Chahem Daoud, sur les tenants et aboutissants de cet atelier. C'est un privilège pour moi de représenter mon pays, la République de Djibouti, à cette première session de consultation nationale de la task force de l'IGAD sur la mer Rouge et le golfe d'Aden. C'est un honneur aussi, un honneur particulier de pouvoir présenter la contribution de mon pays dans le cadre des activités que vous menez pour le bien-être de notre région
dans le secteur maritime et je reste convaincu que vous amènerez cette initiative qui a été initiée, dois-je rappeler, par l'IGAD, à travers l'IGAD et à travers l'IGAD, la volonté politique des chefs d'État de la région. Et je disais que je reste convaincu que cette initiative sera menée à bon port. Cette consultation nationale se tient un jour, dois-je rappeler, symbolique, vous l'avez tout à l'heure souligné, vous l'avez bien dit, un jour où l'IGAD va graver dans son livre d'histoire, j'entends par là la pose de la première pierre de l'édifice de son siège, ce qui présage un succès à cette initiative. Dans le cadre de la formation des élèves officiers de la MIA, ce matin, le colonel-major Mohamed Ali Obsié, directeur général de l'Académie, a eu l'honneur d'accueillir une délégation du Comité international du Croissant Rouge, le CICR, et des officiers de l'état-major, à savoir le colonel-major Mohamed Qayad et le chef de la division logistique, le colonel Mohamed Elmi Abane, chef de bureau des opérations. Cette visite avait pour objectif de débattre dans un contexte de retour et d'expérience sur la mission de maintien de paix en Somalie entre les officiers de l'état-major et les membres de la comité du CICR. De faire partie des officiers supérieurs ayant servi en Somalie pendant plus de 2 ans et demi et ayant occupé les plus hautes responsabilités, j'essaierai de partager brièvement mon expérience avec les responsables du CICR. Je remercie le CICR pour toutes les formations qu'il donne à nos hommes. Ces formations sont très importantes car elles permettent à nos hommes sur le terrain, surtout en Somalie, de ne pas être poursuivis en justice, car sans ces formations, beaucoup de soldats commettent des actes illégaux sur le terrain. Écoutons un extrait du colonel Mohamed Ali Obsié. Très honoré et ça me fait plaisir de vous accueillir ici à l'Académie militaire interarmée d'Arta. Et c'est un plaisir également pour moi de procéder à l'ouverture de cette séance de discussion et de retour d'expérience en matière de droit de conflit armé. Le sujet des droits conflits interarmés est un sujet qui nous porte à cœur et qui est très important pour nous, parce qu'avant on disait la guerre à la guerre comme à la guerre, alors que ça ne se fait plus. On enseigne à nos jeunes officiers qui seront plus tard les hauts cadres des forces armées djiboutiennes ici pour apprendre à faire la guerre, certes, mais à respecter les droits de conflit armé, de respecter le droit international humanitaire. Ils sont souvent sensibilisés pour protéger et faire, disons, dissocier tout ce qui est objectif militaire et les biens bibliques et civils. S'ils savent tout ça, c'est grâce à vous, grâce au CICR. Parce que nos instructeurs, certes, ils font ce qu'ils font, mais on a annuellement à peu près un ou deux séminaires qui ont lieu ici pour appuyer ce qu'ils ont appris. Le centre d'instruction Cheikh Moussa a reçu aujourd'hui la visite des élèves de la classe CM2A et CM2B de l'école primaire La Farandole. Cette école est en compagnie de leur directeur et enseignants. À leur arrivée sous escorte des gendarmes de la sécurité routière, les élèves et leurs enseignants de cette école ont été chaleureusement accueillis par une forte délégation composée des officiers supérieurs de la gendarmerie.
Après quelques mots de remerciement du bienvenu au nom du chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hassan Aden, les élèves ont été conduits à la place d'armes pour saluer le drapeau national et chanter l'hymne national au son de la musique aux côtés des deux pelotons des gendarmes, l'un appartenant à la gendarmerie mobile et l'autre au GIGN. Les élèves ont été répartis en deux groupes et on rend face au drapeau. Comme les gendarmes sont suivis, une présentation des moyens spécifiques de la gendarmerie mobile dédiés au maintien et au rétablissement de l'ordre public. Ensuite, les élèves ont pu bénéficier d'une autre présentation axée sur les moyens roulants à deux roues appartenant à l'escadron de sécurité routier. À l'issue, les élèves cadrés ont été invités à suivre dans l'amphithéâtre du centre des conférences Houch Roble Idlé de la gendarmerie une présentation sur les différentes missions de la gendarmerie et un clip vidéo sur le métier du gendarme de l'éducation civique a été également évoqué durant la présentation dans le but de mieux motiver les enfants. Pour la pause, la délégation s'en est vue offrir un goûter avant la reprise de la visite. De leur côté, certains membres de la GIGN ont présenté aux élèves leur cadre d'entraînement et l'emploi du module de la simulation de tir de la gendarmerie. Et quelques-uns parmi les élèves ont même pu s'initier au tir sur simulateur pour clore la visite d'école internationale de la perfection à la police judiciaire. Elle les a ouvert ses portes. Enfin, les responsables de l'école ont vivement remercié la gendarmerie et en premier son chef, le colonel Zakaria Hassan Aden, pour l'accueil chaleureux de la visite guidée qui a été très riche en découvertes. Sous le haut commandement de la garde-côte djiboutienne, le colonel Omar Bouré, et du commandant de la base logistique de l'armée populaire de la libération de la Chine à Djibouti, le capitaine de vaisseau supérieur Liang Yang s'est tenu à la direction des opérations de la garde-côte 6 au port de pêche, une cérémonie de clôture de la première édition d'une formation maritime conjointe sino-djiboutienne. Le capitaine de vaisseau supérieur Liang Yang, commandant de la base logistique de l'armée populaire et de libération de la Chine, a remercié pour l'accueil chaleureux réservé à lui et à sa délégation, et ainsi féliciter tous les officiers, sous-officiers et militaires du rang sino-djiboutienne, avant d'insister à son tour l'importance sécuritaire de cette formation, qui va sans doute à l'avenir développer les relations de coopération et de coordination entre les deux institutions. D'abord, je voudrais féliciter tous les officiers, sous-officiers et militaires de tout rang sino-djiboutiens de l'achievement réussi du premier exercice maritime conjoint entre nos deux parties. À ce propos, je tiens à exprimer ma considération distinguée à tous les militaires de la garde-côte de la République de Djibouti. J'ai éprouvé mon admiration pour le colonel Bogaré de son initiative et effort d'amplition pour cet exercice conjoint. Je suis convaincu que, sous la direction du colonel Bogaré, la garde-côte accomplira des progrès plus majeurs et jouera un rôle de plus en plus important pour la stabilisation de la région du Golfe d'Aden. Sur la foi du contexte de la relation du partenariat stratégique de nouvelle époque, je tiens à joindre
le mène avec colonel Bokahé. À nous effort d'élever le niveau de la coopération et la communication bilatérale. Pour sa part, le colonel Waes Omar Bokré, commandant de la garde-côte, a rappelé l'importance de cette formation maritime conjointe sur les techniques de contrôle, d'abordage et d'arrestation des navires suspects en mer qui va renforcer de manière considérable les connaissances et les aptitudes de nos agents, membres d'une unité destinée à investir dans les opérations complexes de lutte contre la piraterie et le terrorisme maritime. Nous venons d'assister ensemble aujourd'hui à une démonstration technique conjointe de haut niveau entre l'équipe d'intervention rapide commando de la garde-côte et les membres de la base logistique de l'armée populaire de libération de Chine, pays frères et amis. Cette très belle démonstration réussit, bien sûr, à tout point de vue, et le résultat logique d'une formation qui a duré 3 mois sur les techniques de contrôle d'abordage et d'arrestation d'un navire suspect en mer, afin d'assurer efficacement la sécurité et la sûreté des domaines et approches maritimes. Cette formation spécialisée va renforcer de manière considérable les connaissances et les aptitudes des agents membres des unités spéciales commando de la garde-côte destinées à investir dans les opérations complexes de lutte contre la piraterie et le terrorisme maritime. Il s'agit là d'un témoignage puissant de coopération et de collaboration qui lie entre nos 2 pays frères et amis, la République de Djibouti et la République populaire de Chine. Je souhaiterais de ce fait vous remercier, Monsieur le Commandant, et adresser mes sincères remerciements à vous, capitaine de vaisseau supérieur Liang Yang, commandant de la base logistique chinoise à Djibouti, qui a tout mis en œuvre pour la mise en place et le bon déroulement de cette formation. Thank you so much. Après la cérémonie des discours, s'est achevée par une démonstration sur les techniques de contrôle, d'abordage et d'arrestation des navires suspects en mer qui va renforcer de manière considérable les connaissances et les aptitudes. دماعي قوة عبير عويسي صوبه مرسويك عبولينا يبشركي عيقلا برشدك عبسيني عباك إيراليا عدالة الصداع تاي إياقو عسكنا يبي عدالة الصداع تاي إياقو عسكنا يبي علمي قال الصوبريو وعقلي وحي كاشرا عقلي وحي كاشرا. Puis s'en est suivi la remise des certificats et les médailles aux stagiaires sino-djiboutiennes par le colonel Waes Omar Bokré, commandant de la garde-côte, et le capitaine de vaisseau supérieur Liang Yang, commandant de la base logistique de l'armée populaire de la libération de la Chine. Sport, pour clore l'actualité nationale, la fédération djiboutienne de Kung Fu Wushu a procédé dans la soirée du 31 janvier au stade Hassan Goulet, plus précisément dans la grande salle de judo, une compétition nationale de Kung Fu Wushu qui a opposé 200 jeunes filles et garçons venus de 5 régions de l'intérieur. Cet événement riche en émotions a vu la participation de son président, expert international Kung Fu Wushu, M. Laoshi Mao, le directeur technique adjoint Abakari Ahmed, ainsi que les parents des jeunes pratiquants de ce sport traditionnel chinois. Au total, plus de 200 pratiquants étaient présents sur le lieu, montrant ainsi l'importance qu'ils attachent au développement de leur art martial.
C'est bien sûr très important et ça rapproche les parents. Le sport, bien entendu, ça empêche les enfants d'aujourd'hui d'être tout le temps collés à leur tablette et tout ça, puisqu'on est avec une génération numérique. Donc j'invite à tous parents de venir inscrire leurs enfants. Actualité internationale à présent, je vous le dis dans le titre, la situation est de nouveau urgente au Sahel, dans la partie nord de l'Afrique où, alors que des millions de personnes sont confrontées à un manque critique de nourriture et de moyens de substances vitaux, ont dénoncé lundi les Nations Unies qui déplorent que le nombre de gens touchés par cette crise alimentaire a augmenté depuis un an. Dans les dernières analyses du cadre harmonisé sur la sécurité alimentaire et malgré une production agricole globalement satisfaisante, 3,3 millions de personnes ont besoin d'une assistance immédiate dans les centres du Sahel, indique l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, les PAM, dans un communiqué conjoint repris par l'ONU. Au total, jusqu'à 4,8 millions de personnes pourraient risquer de vivre dans l'insécurité alimentaire pendant la période allant juin à août de cette année si des mesures d'urgence ne sont pas adoptées rapidement, plaident les agences internationales. Plus largement, l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest est menacé par les problèmes en approvisionnement alimentaire, que ceci ait une origine humanitaire ou environnementale. Plus de 14 millions de personnes pourraient ainsi ne pas manger à leur faim ou pire encore. La situation est particulièrement préoccupante au Burkina Faso, au Mali et au Niger, soutient les agences internationales, alors que les conflits guerriers ont un impact négatif direct sur la capacité des populations à survenir à leurs besoins. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.